Voilà, donc ce soir, nous allons voir ensemble la vertu de prudence. Parce que donc on m'avait réclamé la semaine dernière faire des exposés sur les vertus. Il se trouve que dans les autres groupes sur la psychologie, j'ai abordé aussi ce thème des vertus. Donc, on va voir la prudence qui est la reine des vertus, la première des vertus, la plus noble, parce que c'est celle qui dirige toutes les autres. Et ensuite, si vous voulez, elle est tellement importante dans tous les domaines de la vie, personnelle, familiale, civique, sociale, professionnelle, que elle a toute sa place dans une conférence de Carême, d'autant plus que les fidèles ont beaucoup de mal, je remarque, à exercer cette vertu de prudence. Et trop souvent, les fidèles, ils veulent qu'on leur dise tout, comme des petits-enfants. Hein. Tu prends 20 grammes de pain le matin, et pas le midi. Il faudrait presque qu'on détaille tous les menus, qu'on dise ce qu'il faut faire, pas faire. Mais c'est pas possible. Donc, l'Église donne des directives générales. À chacun, ensuite, d'adapter ces directives générales en fonction de son âge, de sa force, de, je sais pas moi, de sa faiblesse, de son état de maladie, en fonction de tout un tas de circonstances. Parce que même si on est en forme, même si on fait un jeûne vraiment généreux, vous voyez, en temps normal, le jour où on fait des travaux de force, par exemple, on va travailler dehors à fendre du bois pendant toute une journée, ou à tronçonner, ou des choses comme ça, l'Église dispense du jeûne. Oui. Ah mais oui, mais c'est carême, alors on mange pas et on travaille. Non, non. Tout est une question d'appréciation concrète des circonstances. Oui. Et la prudence, eh bien, va prendre en compte toutes ces nuances, toutes ces circonstances, et va faire des choix concrets qui nous permettront d'atteindre notre but. Oui. Et trop souvent, on aimerait, et les Français, enfin, c'est une maladie particulièrement contemporaine, spécialement en France, où on veut que l'État règle tout, que les assurances prévoient tout, qu'on soit pris en charge du berceau à la tombe, sans qu'il y ait au moins rien d'imprévu, et que tout soit prévu d'avance, et qu'on n'ait plus qu'à appliquer les recettes, les consignes, les lois, dans tous les détails. Et nous sommes là très très loin de la vertu. D'où l'importance de méditer sur cette vertu de prudence, qui est la vertu du catholique adulte, du catholique responsable. Et plus on aura des responsabilités, et plus il faudra exercer cette vertu de prudence. Voilà pour l'introduction. Je pense que j'en ai suffisamment dit, mais vous allez découvrir au fur et à mesure de l'exposé l'immense intérêt d'étudier cette vertu. Alors tout d'abord, Aristote en donne une définition. La vertu est un habitus. Donc je vous renvoie, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un habitus au cours de psychologie, qu'il y a dans le groupe apologétique. Donc un habitus, c'est une disposition stable pour faire le bien ou pour faire le mal. Ça va dans les deux sens. L'habitus bon pour faire le bien, c'est une vertu. L'habitus mauvais, c'est un vice. Donc disposition stable de la volonté, consistant dans le choix d'un juste milieu relatif à nous et déterminé par la droite raison
tel que le fixerait l'homme prudent. Bon, c'est une définition qui est un petit peu longue, mais qui a l'avantage d'être absolument complète. Il n'y a rien d'oublié. C'est tiré de l'Éthique à Nicomaque, livre 2, chapitre 6. Alors voyons maintenant, expliquons les différents termes de cette définition. Le juste milieu est toujours un point culminant entre deux excès contraires. Le trop et le pas assez. L'excès et le défaut. Donc ce n'est pas ce n'est pas le milieu d'un segment au même niveau que le trop et le pas assez. C'est le point culminant entre les deux extrêmes. Donc ça forme un triangle. C'est pas un segment, c'est un triangle. Et le juste milieu est tout en haut. À équidistance du trop et du pas assez. Le juste milieu de la justice générale n'est pas le même chez le chef que chez le subordonné. Parce que leur rapport respectif au bien commun n'est pas identique. C'est pour ça qu'on dit que le juste milieu est relatif à nous, relatif à nos responsabilités. Vous voyez bien que le juste milieu d'un chef de famille n'est pas le même que le juste milieu d'un préfet ou d'un chef d'État. Parce que le rapport au bien commun n'est pas le même. Le juste milieu de la force n'est pas le même chez l'homme, chez la femme ou chez l'enfant. Évidemment, la force n'étant pas identique, le juste milieu n'est pas identique. Le juste milieu de la tempérance varie de l'athlète au jeune adolescent. Et le juste milieu, et les circonstances temporelles, les circonstances de lieu, les circonstances de tous ordres viennent modifier encore le juste milieu. Et c'est toute la difficulté de la vertu de prudence, c'est justement d'évaluer concrètement le juste milieu. La droite raison maintenant. On a dit que ce juste milieu est déterminé par la droite raison. Alors, la droite raison, c'est la raison adéquate, la raison pratique adaptée au cas particulier, en présence duquel on se trouve, ici et maintenant, la raison qui fournit sa règle exacte et concrète. Et là, il importe, d'avoir un jugement éclairé sur les circonstances, la situation concrète auquel on a affaire. On rejoint là, si vous voulez, tout le sujet du livre de François Bert sur le discernement. François Bert, c'est intéressant, lui, c'est il fait de la psychologie pratique, de la psychologie pour l'entreprise, mais il ne parle pas une seule fois de la vertu de prudence dans son livre. Parce qu'il ne se place pas au niveau moral, il ne se place pas au niveau philosophique, il se place uniquement au niveau gestion humaine dans l'entreprise. Mais il ne dit pas le mot de prudence, mais tout son discours, tous ses écrits ne font que décrire l'exercice pratique de la vertu de prudence. Si vous voulez, nous, on se place plus au niveau de la théorie. Donc, celui qui possède seulement la règle générale n'en sait pas assez pour avancer plus avant dans l'action.
Bah, c'est ce que François Weber explique quand il dit que ça ne sert à rien d'être accompagné, je ne sais plus comment on appelle ça, là, le nom m'échappe. Enfin, ceux qui sont spécialistes, par exemple, des insectes ou des serpents, et l'encyclopédie vivante, là, il va vous décrire les cycles de pendaison des serpents. Oui, non, mais quand on a un serpent boa en face de soi, si vous voulez, on s'en fiche du cycle de pendaison des serpents. Il faut l'éliminer le plus vite possible. C'est celui qui dégaine et qui vise le mieux qui aura sauvé le groupe. Bon, voilà. Et par contre, c'est vrai il peut être intéressant d'avoir des connaissances générales, sans être trop dans les détails, mais des connaissances générales utiles pour savoir, par exemple, comment tel serpent attaque. Et chaque race d'animaux euh, euh, ont des comportements particuliers qu'il est bon de connaître pour justement mieux s'en défendre. Ça, c'est utile. Et quand on va se retrouver face à ces genres d'animal, ben, on va avoir les bons réflexes parce qu'on sait comment cet animal se comporte. Donc la théorie n'est pas à mépriser, mais elle doit être utile, elle doit être capable de rendre service dans l'action. Je parle au niveau de la prudence, hein, attention. Encore une fois, il est bon d'avoir une vision philosophique. Hein, c'est bien de faire de la métaphysique. Je ne dis pas le contraire. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais parce que justement, on trouve trop de personnes qui méprisent les sciences les plus élevées, les sciences philosophiques, entre autres la métaphysique, sous prétexte que ça ne sert à rien. Ce qui est faux. Ça ne sert pas à fabriquer des choses, oui, mais ça sert à avoir un bon jugement, justement, et à connaître les causes ultimes. Et cela, dans la vie, c'est très, très utile. Mais ça n'a pas d'utilité directe dans la vie concrète. Tandis que la prudence, elle est plongée dans la vie concrète. Donc, elle a une utilité immédiate. La vertu de prudence nous fait toujours adapter au cas envisagé les règles générales de l'action de telle manière qu'elles deviennent la règle pertinente, adéquate, c'est-à-dire la règle du juste milieu de l'acte accompli ici et maintenant. Cette adaptation au cas concret, c'est ce que les moralistes ont appelé la casuistique. C'est toujours pareil, il faut de l'équilibre en tout. La casuistique est très utile parce qu'elle elle met, si vous voulez, l'étudiant face à des cas concrets à résoudre. Des cas concrets qu'il aura certainement l'occasion de croiser une fois ou l'autre dans sa vie. Et de toute façon, même s'il ne les croise pas, eh bien, cela exerce sa vertu de prudence et en envisageant le plus possible l'adaptation des règles générales à un cas concret. Malheureusement, si vous voulez, il y a eu toute une partie le courant religieux de moralistes, bon, nommons-les, hein, c'était les jésuites, qui sont tombés dans l'excès, qui n'ont vu la morale que sous l'angle de la casuistique, en oubliant les grands principes et la métaphysique. Bon, alors c'est une tendance, évidemment, parce que c'est toujours pareil avec les êtres humains, ont toujours tendance à partir soit dans un excès, soit dans l'autre. Mais l'Église, elle, le magistère du pape et des conciles,
eh bien, a toujours ramené, vous voyez, l'enseignement du magistère dans la règle du juste milieu. Et qu'est-ce que le magistère a utilisé pour cela? Je vous le donne en mille. Évidemment, la somme théologique de saint Thomas. Pas autre chose, pas une autre somme. Ils n'ont pas mis saint Bonaventure, je suis désolé. J'ai rien contre saint Bonaventure. C'est pas saint Bonaventure qui est la référence. Dans tous les conciles, à partir du XIIIe siècle, hein, il y avait la Bible, et juste à côté de la Bible, il y avait la somme théologique de saint Thomas. Et tous les évêques faisaient les conciles autour de la Bible et de la somme. Bref, je ferme la parenthèse. C'est la rectitude de la volonté, bien dirigée vers la fin dernière, qui rend droite la raison. Oui, parce qu'on parle de la droite raison, la raison pratique adaptée au cas particulier. Eh bien, comment cette raison est rendue droite? Eh bien, elle est rendue droite par la volonté qui la dirige vers la fin dernière. La fin dernière qui est Dieu, la fin dernière qui est la béatitude éternelle. Il faut donc qu'à la fois la règle, donc la règle de la conduite, ou la règle de la volonté, soit vraie, en conformité avec la réalité, et la volonté droite, et la volonté qui est ordonnée à la fin dernière. Ce qui fait que la prudence est prise en étau, si je peux me permettre cette image, la prudence est prise en étau entre la réalité qui règle la volonté et la fin dernière qui est le but final de la volonté. La réalité d'une part, la fin dernière, le bonheur, la béatitude éternelle de l'autre part. Donc ça, c'est la théorie, je dirais, de la perfection. C'est ce qui doit être. Maintenant, on voit très bien que, à commencer par nous-mêmes, nous avons beaucoup de mal à trouver cette rectitude de la volonté, cette droite raison. Nous faisons des erreurs, nous nous trompons, ou nous avons du mal à trouver le juste milieu, etc. Donc c'est un idéal qu'il faut atteindre. Justement, la vertu, elle s'exerce, elle n'est pas donnée, elle est infuse au niveau surnaturel. Mais la vertu surnaturelle ne remplace pas l'exercice de la vertu naturelle de prudence. Et dans l'exercice de cette vertu naturelle de prudence, qui sera secondée et fortifiée par la vertu surnaturelle infuse, nous avons beaucoup de mal. Et saint Thomas remarque que tel est un chacun, tel lui apparaît sa fin ou sa raison d'être. C'est là où le bas blesse, si je puis dire. C'est que certains mettent leur fin là où elle n'est pas. Alors évidemment, les exemples sont connus. Celui qui met son bonheur dans l'or, eh bien évidemment, se trompe. Et sa volonté n'est pas droite, parce que il ne met pas sa volonté en ordre vers la vraie fin ultime. Il se trompe de fin ultime. Donc pour vouloir la vraie fin, il faut être soi-même bon et vertueux. Alors ça, c'est une remarque qui peut vous paraître banale, mais qui est extrêmement importante. Je répète, pour vouloir la fin vraie, ultime, il faut être soi-même bon et vertueux. Donc il faut commencer d'abord
par être vertueux, c'est-à-dire par pratiquer les premières vertus de tempérance et de force et de justice pour finalement devenir prudent. On ne peut pas devenir prudent si on ne pratique pas déjà les vertus de tempérance, de force. Oui. C'est pour ça que vous voyez, on est toujours dans l'esprit du carême. Oui. Le carême, en nous faisant pratiquer la tempérance et aussi la force, parce qu'il faut du courage, eh bien, nous prépare à être vertueux, nous dispose à être prudent, nous dispose à la prudence. Ça donne, vous voyez, une dimension sociale, générale, collective à notre carême. C'est pas simplement je prends pas de beurre le matin ou je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de prendre 2-3 sucres dans mon café, je prends qu'un seul sucre ou pas du tout. Non, ça c'est voir le carême par le petit bout de la lorgnette. Et l'intérêt, il est très limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Mais je veux dire, ça n'aura de fruits, ces exercices de pénitence n'auront des fruits que dans la mesure où, justement, on sait ouvrir les perspectives à notre pénitence. Oui. Des perspectives de bien commun, des perspectives sur toutes les vertus, pas simplement sur juste la tempérance. L'homme méchant a l'esprit faussé et il ne peut pas faire les bons choix en matière de conduite morale. Ça aussi, c'est une remarque de saint Thomas vraiment très importante. La méchanceté nous empêche de faire les bons choix en matière de morale. La première chose qu'il faut arracher de nos cœurs, de toutes nos forces, c'est la méchanceté si on en découvre. Méchanceté, désir de vengeance, rancœur, voire haine envers ceux qui nous ont offensés. On commence par là. Au tout début de mon sacerdoce, j'ai tout de suite rencontré des âmes comme ça, qui souffraient énormément, qui étaient dans des sortes de dépression, qui s'en sortaient pas, enfin dans une galère pas possible, une vie mais très compliquée. Et pourtant, qui allait à la messe le dimanche, qui récitait le chapelet, enfin, qui faisait vraiment des efforts concrets et certains, enfin, et vérifiables. Simplement, un jour, j'ai juste posé la question comme ça, par hasard, hein, c'est histoire de vérifier. Vous savez, c'est comme pour tout, quand on ne sait pas, on tâtonne, donc, et puis on essaie de vérifier ce qui ne va pas ou là où il y a un problème. Donc, je lui ai posé la question, mais est-ce que vous avez bien pardonné? Est-ce que vous ne gardez pas des rancœurs? Ah bah si, envers une telle personne, telle personne. Je dis, bah voilà, bah, on commence par là. C'est pas la peine de faire des efforts pas possibles, des pénitences pas croyables, ou je sais pas quoi, si on ne commence pas par éliminer, vous voyez, les rancœurs, les haines et les méchancetés. Très important. Le bon exercice de la vertu de prudence présuppose l'exercice de toutes les autres vertus, et c'est cela l'objet de l'éducation des enfants. La prudence venant en dernier, évidemment. On ne va pas demander à un enfant de 5 ans d'être prudent. Ça n'a pas de sens. Par contre, on peut demander à un enfant de 5 ans de ne pas aller manger la confiture à 3 heures de l'après-midi, hein, alors qu'on vient quasiment de sortir de table. Ça, l'enfant, il peut comprendre.
Et on commence par les vertus de base. La prudence, c'est la dernière vertu qui s'exerce pleinement à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire qu'elle ne commence pas à s'exercer avant, mais elle s'exerce progressivement. C'est pour ça que le rôle des parents, par rapport à leurs adolescents, consiste à leur donner des responsabilités. Pourquoi? Pour les habituer à exercer leur prudence. Alors, dans des domaines, évidemment, très simples, hein, qui n'ont pas de conséquences graves. Mais déjà, vous voyez. Et petit à petit, on leur fait de plus en plus confiance, c'est-à-dire on leur confie des missions plus délicates ou avec des plus grandes responsabilités pour que, à chaque fois, ils exercent leur vertu de plus en plus quant au choix des actions à faire en fonction des circonstances et des personnes. Alors, c'est vrai dans plein de domaines. Pour les garçons, ça sera peut-être plus dans le domaine sportif ou dans un domaine d'activité physique. Bon, les filles, ça sera peut-être plus dans la responsabilité de garder des enfants, etc. Bon, et plus les jeunes filles vont grandir, plus on va leur confier des responsabilités et elles devront, en l'absence des parents, parfois poser des actes dans l'urgence, s'il y a un petit accident, s'il se passe quelque chose d'inattendu, oui, c'est là où leur jugement prudent devra s'exercer et rapidement. D'où l'importance de les exercer tôt à des petites responsabilités. Saint Thomas d'Aquin encore, citation, « La vertu morale peut bien exister sans certaines vertus intellectuelles, par exemple sans la sagesse, sans la science et sans l'art. Mais la vertu morale ne peut pas exister sans l'intelligence et sans la prudence. Parce que sans prudence, il ne peut pas y avoir de vertu morale. Et l'intelligence en matière de vertu, l'intelligence en matière de prudence, et ça, faut l'expliquer très tôt aux enfants, ce n'est pas une question de réussir à l'école ou pas. C'est pas parce que tu as des mauvaises notes, c'est pas parce que tu as des difficultés à l'école que tu n'es pas intelligent ou pas intelligente. L'intelligence de la prudence, ce n'est pas l'intelligence des règles de grammaire. Vous voyez, c'est deux formes d'intelligence différentes. Donc, un enfant, si vous voulez, aura peut-être plus ou moins de mal, ça c'est peu, mais il n'y a pas besoin, même si vous voulez, des enfants qui sont peut-être brillants à l'école seront peut-être les plus mauvais dans l'exercice de la prudence. Donc tout ça ne veut rien dire. L'important, c'est d'encourager positivement les enfants à réfléchir, à observer, à tenir compte des leçons du passé. Quand tu es passé par tel chemin la dernière fois, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que c'était dangereux? Est-ce que c'était pas dangereux? Alors, est-ce qu'on le reprend? Est-ce qu'on ne le reprend pas? Oui. Il y a 1000 occasions d'aider l'enfant, avec vous, dans un premier temps, à porter des jugements prudents. Ça demande de communiquer avec ses enfants aussi. Là, franchement, les pères qui ne parlent pas à leurs enfants, et encore moins à leurs fils, c'est insupportable. Alors, régulièrement, j'en rencontre. Alors, je ne sais pas si c'est le... Je pense que ça a toujours existé, mais enfin bon, le monde moderne n'aide pas, hein, ça c'est sûr. Parce que les pères de famille sont surbookés avec leur travail, très souvent. Mais bon, ce n'est pas une raison pour ne pas faire des efforts. C'est-à-dire que même si on n'a pas beaucoup de temps, le peu de temps dont on dispose, il faut parler avec les enfants. Si vous voulez former leur jugement, il faut passer du temps avec eux et leur expliquer les choses. C'est pas
en restant silencieux, taiseux toute la soirée, qu'on va éduquer les enfants. Ça demande de la communication. La prudence, nous dit encore ça, Thomas est ordonnatrice. Elle ordonne, elle met de l'ordre. Commander et mettre de l'ordre en orientant le moyen choisi vers la fin poursuivie, tel est le rôle de la prudence. Orienter le moyen choisi vers la fin poursuivie. Cette vertu montre sa supériorité sur toutes les autres vertus morales. La prudence est dans l'ordre pratique l'équivalent de l'intelligence des premiers principes dans l'ordre spéculatif. Donc je rappelle ce que c'est que l'intelligence des premiers principes. Ces premiers principes, ce sont des vérités de bon sens, ce qu'on appelle dans le langage courant des vérités de bon sens. Exemple de premier principe. Le tout est plus grand que la partie. La partie est faite pour le tout et le tout pas, et non pas le tout pour la partie. Une chose est ce qu'elle est et elle n'est pas ce qu'elle n'est pas. Noir c'est noir, blanc c'est blanc. Même Johnny Hallyday, il connaît les premiers principes. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités évidentes, indémontrables. Ça ne peut pas se démontrer. Tout le monde, tout être humain sur cette planète comprend les premiers principes du premier coup. Ou s'il ne les comprend pas, eh bien, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de communication possible. Il n'y a plus d'échange humain possible. Parce que si quelque chose peut être blanc et à la fois noir, on ne peut plus parler. Vous comprenez que il n'y a plus de communication possible avec un très haut personnage qui dirige la France. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est élu, il ne cesse de contredire le premier principe d'identité. En même temps, c'est une chose et son contraire. Donc, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de langage, il n'y a plus de communication. Et donc, il ne peut plus y avoir de prudence non plus. Si on n'a plus l'intelligence des principes, on ne peut plus avoir la vertu de prudence. C'est pour ça qu'on n'a plus de chef. On n'a plus de chef parce qu'on n'a plus d'hommes prudents. On n'a plus d'hommes prudents parce que les hommes se moquent éperdument des premiers principes. La vertu de prudence s'appuie sur la délibération ou le conseil et le jugement. J'allais dire, c'est les deux jambes de la prudence pour avancer dans l'action. Pour être efficace dans l'action, il faut 1. Délibérer, 2. Juger. La prudence, c'est la droite raison des actions qu'il faut accomplir. D'où il suit que l'acte principal de la prudence est l'acte principal de la raison préposée aux actions à faire, c'est-à-dire la raison pratique. La prudence émet donc 3 actes. Le conseil, ou la délibération, le jugement, ça c'est d'ordre spéculatif, et enfin le commandement, qui est d'ordre pratique, et qui est l'acte principal de la prudence, le commandement. Délibérer, c'est chercher. Et une fois qu'on a trouvé, on juge ce qu'on a trouvé. Et enfin, on commande l'exécution par rapport à ce qu'on a trouvé. Aristote dit, citation, qui délibère bien, délibère de façon à aller droit au but. Fin de citation. Grand principe de vie, grand principe universel de toute la nature. Je relis. Qui délibère bien, délibère de façon à aller droit au but.
Il y a très peu de gens qui veulent aller droit au but. Ah, qu'est-ce qu'on aime se compliquer la vie et de chercher des choses dans une direction. Oui, mais on va aller dans l'autre direction. Et puis, peut-être qu'on peut faire un détour par là. Jamais dans la nature, vous ne verrez ça. Vous voyez, une rivière qui descend d'une montagne, elle descend tout droit, tout chousse, vers la rivière qui est en bas dans la vallée. Et elle ne remonte pas un petit peu sur 20 mètres pour redescendre un peu plus loin et faire des méandres, pas possible. Sauf s'il y a des obstacles. Mais s'il y a des obstacles, elle ne remonte jamais. Elle va contourner, mais elle ne remonte pas la pente. La rivière, le petit ruisseau, il descend la pente quand même. Bon, il va contourner l'obstacle, mais il va le plus droit possible. Il ne va pas, pour le plaisir, se faire une petite promenade de 1 kilomètre à gauche ou 1 kilomètre à droite. Non, son but, c'est d'aller dans la rivière et il va le plus vite possible, le plus directement possible. Alors ce but, c'est l'acte humain singulier, concret, contingent. Cet acte doit être simple, facile, direct. Donc non seulement il faut aller droit au but, mais il faut y aller facilement et simplement, avec des outils les plus simples possibles. Tout ce qui est compliqué est à éliminer, mais sans discussion. Oui. La prudence est simple, facile et directe. La faculté qu'utilise principalement la prudence, c'est la cogitative. Alors, je renvoie encore à mon cours de psychologie sur les facultés sensibles. Donc, la cogitative, si vous voulez, c'est le bon sens intuitif, qui prévoit l'avenir en se référant à l'expérience personnelle. Donc, on utilise son expérience personnelle passée pour prévoir des situations futures. La prudence est une vertu intellectuelle qui est mesurée et réglée par la réalité. Et cette réalité, elle est mémorisée dans la mémoire en tant que réalité passée. Et la cogitative va chercher le souvenir de la réalité dans la mémoire pour se diriger en prévoyant les situations futures. L'expérience est toujours le produit d'un grand nombre de souvenirs engrangés dans la mémoire. Alors cette mémoire, elle est d'une part personnelle, mais elle est aussi collective. C'est pour cela que l'on dit que l'histoire est mémoire de vie. L'importance de connaître l'histoire de France. Pas seulement pour connaître, si vous voulez, les hauts faits de notre pays, de nos rois, de nos chevaliers. C'est bien, mais c'est très, très limité. Ce n'est pas du tout pour cela qu'on va étudier l'histoire dans une perspective catholique, j'entends. Nous, on ne se place pas au niveau universitaire. L'universitaire, lui, il n'y a que les faits qui l'intéressent. À telle date, il s'est passé tel événement. Point, on passe à autre chose. Non, mais ça n'a strictement aucun intérêt. Là où l'histoire devient passionnante, c'est lorsque l'on tire les leçons, soit de la vertu de prudence de ceux qui ont bien agi dans le passé, soit on tire les leçons des vices et des fautes et des erreurs de ceux qui les ont fait dans le passé, en voyant les conséquences des vertus et des vices. C'est là où on peut en tirer des leçons pour soi-même, pour sa gouverne.
La prudence tire du passé sa prévision et sa connaissance de l'avenir. Le passé donne à la prudence l'intelligence de l'avenir. Si on écarte les leçons du passé, on tombe alors dans l'idéologie et la tyrannie des despotes. Alors, il y a les despotes à la tête de l'État, hein, mais il y a les despotes domestiques. Et puis, il y a les despotes de bureau, hein, les petits chefs qui sont insupportables. Tout ça parce que la plupart de ces personnes ne tiennent aucun compte des leçons du passé. Elles sont donc imprudentes. On mène alors la populace par l'imagination, comme par le bout du nez. D'où le slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir. Avec l'expérience, il faut encore ajouter la vertu de docilité. La docilité, c'est la souplesse de l'âme qui va écouter les conseils et l'expérience des anciens. Aristote et Nicomach, 4e livre. Il importe d'être attentif aux dires et aux opinions indémontrables des vieillards et des hommes prudents, et d'y croire non moins qu'aux démonstrations, car leur expérience fait qu'ils voient les principes. Fin de citation d'Aristote. Oui. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faille systématiquement refaire exactement ce que les anciens ont fait. La tradition, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle sait, encore une fois, s'adapter aux circonstances nouvelles. Mais pour pouvoir s'adapter, il faut connaître l'expérience du passé. D'où l'importance de savoir écouter les anciens. C'est pourquoi il est écrit au livre de l'Ecclésiastique, « Tiens-toi au milieu des anciens prudents et unis-toi de cœur à leur sagesse. » Or, c'est la vertu de docilité que l'on reçoive bien leur enseignement. Quitte à le réformer plus tard, quitte à corriger l'expérience des anciens, mais dans une certaine mesure. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Aristote avec Platon. Hein. Platon, c'était le maître d'Aristote. Bon, bah, Aristote a compris, si vous voulez, la faille du système de son maître, donc il a apporté la solution de l'illémorphisme, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas enseigné l'illémorphisme au bout de 2 ans de cours suivis avec Platon. Oui. Donc, dans un premier temps, il n'a pas discuté les enseignements de Platon. Il les a assimilés pendant des années, il les a fait siennes, et ensuite, eh bien, il les a critiqués, il les a améliorés, il a apporté des solutions. Oui. C'est très équilibré. La doctrine catholique est vraiment d'un équilibre, et c'est ce qui a fait la civilisation qui a duré des siècles et des siècles. Si, si en gros, oui, c'est 16 siècles ou 17 siècles que la sagesse de la civilisation chrétienne a perduré, c'est parce que justement, il y avait cet équilibre et cet exercice de la vertu de prudence qui se transmettait de génération en génération. C'est bien la docilité qui édifie les vertus sociales. Elle reçoit les leçons de l'expérience des anciens et elle les transmet aux jeunes. C'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est la transmission. Eh bien, cela s'appelle la civilisation. La prudence est toujours unie à la vertu de justice.
Encore une citation d'Aristote, il n'est point de société politique qui ne soit fondée sur la justice, dont le juste milieu est déterminé par la prudence. Fin de citation. Et pour saint Thomas, le chevalier prudent est l'axe même de l'ordre social, où il fait régner la justice et l'obéissance aux lois contre les délinquants et les brigands. Il n'y a pas de différence réelle entre la justice et la prudence, mais seulement une différence de raison. La justice est la vertu du politique par excellence. La prudence et la politique constituent un seul et même habitus quant à leur essence, car toutes deux déterminent rationnellement et justement comment il faut agir en matière de bien ou de mal relatif à l'homme. Elles sont différentes logiquement entre elles, selon la raison, en ce que la prudence se réfère à l'individu, tandis que la politique se rapporte à la société. Mais, comme les actes de l'individu ont toujours une portée sociale, en fonction de la subordination de la partie au tout, il suit que la prudence parfaite est la prudence politique, régulatrice et ordonnatrice de toute la vie humaine. Donc vous voyez que ce que je disais au départ, hein, l'aboutissement, la perfection de la prudence, c'est la politique. La politique, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la meilleure façon de se faire réélire pour des mandats de blablateurs, hein, au Parlement. Ça, c'est de la politique décadente d'aujourd'hui. La politique, selon Aristote et saint Thomas, c'est l'ordonnation de la société selon les lois de la justice, réglées par la prudence. Ça vous donne une haute idée de la vraie politique. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, c'était très imparfait, mais malgré tout, la société catholique du Moyen Âge a donné un exemple d'effort, je choisis mes mots, d'effort vers l'application de toute cette doctrine de la prudence que je vous ai évoquée ce soir, en particulier sur la politique. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez une meilleure idée, une idée plus précise de ce que c'est la prudence ce soir, et que vous commencerez à l'exercer tout de suite, hein, dans votre carême et dans vos jeûnes et dans vos pénitences. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Il faut appuyer sur le petit micro rouge. Bien, moi, je vous dis donc à la semaine prochaine.